avons le plaisir de recevoir Anne Valac, directrice générale du CERS. Bonjour Anne, il faut ouvrir le micro. Ah, le micro n'est pas ouvert. C'est mieux avec le micro. Bonjour à tout le monde. D'ailleurs, j'ai perdu Nathalie. Si Benjamin m'entend, il faudrait la retrouver. Thierry Duroy, bonjour Thierry. Vous êtes chargé de mission efficacité énergétique au sein du CERS. C'est ça. Bonjour à tous. Marc Leroux, bonjour Marc. Vous êtes chef de projet maîtrise de l'énergie et réglementation thermique des bâtiments existants au ministère de la Transition énergétique et solidaire. Bonjour Marc. À toutes et à tous. Voilà. Merci d'être avec nous. Et donc, il y a Magali Saint-Donat, présidente de la commission RSE de l'association des directeurs immobiliers qui va nous rejoindre. Je ne sais pas, on l'a perdu, mais ça va vous laisser le temps, Marc, puisqu'on a prévu de commencer par vous pour introduire cette conférence. Et on a prévu d'avoir une petite présentation vous allez montrer des choses. Hein. Le temps de lancer le partage d'écran. Effectivement, juste pour introduire, effectivement, par rapport au sujet concernant les audits. Oui. Donc, je lance la présentation. Voilà, une seconde. Bonjour, Magali Saint-Donat. J'ai été sauvagement coupée de mon ordinateur, donc le temps que je reboote, voilà, je me connecte par téléphone. Vous nous rejoignez avec le téléphone. On vous a et merci à vous. On commençait simplement. Merci à vous d'être là. On commençait simplement avec Marc Leroux. Il y a Anne Valac aussi avec nous et Thierry Duroy pour cette table ronde. Marc, voilà, on a mis les diapos, donc tout le monde les voit. Donc, je vous laisse passer effectivement les diaporamas. J'essaie de me reconnecter via mon ordinateur. Donc, dès que je serai connecté via l'ordinateur, je recouperai le téléphone. Ça marche. Magali, allez-y Marc. Je voulais juste faire effectivement rappeler que le dispositif éco-énergie tertiaire était un dispositif qui a été adapté aux différentes configurations que les assujettis pourraient rencontrer et qu'à ce titre-là, on avait notamment au niveau du dispositif des modulations, donc c'est la diapo suivante, qui étaient possibles, des objectifs. Le premier en cas de contrainte technique architecturale ou patrimoniale, qui aboutit à la réalisation d'un dossier technique. Le deuxième point de modulation, c'est le changement d'activité ou l'évolution du volume d'activité. Et comme vous le savez tous, qui se fait normalement de manière automatique sur Opera, donc sur la plateforme de recueil et de suivi qu'a en charge l'ADEME, cette modulation qui est automatique se fait par le biais en fait, du renseignement des indicateurs d'intensité d'usage des activités que vous avez. Et puis le dernier point, c'est de modulation, c'est la disproportion économique qui lui aussi cette modulation fait également appel à un dossier technique avec une particularité, c'est le point d'attention, c'est que la déclaration doit être effectuée 5 ans maximum après la première échéance de remontée des données de consommation de chaque décennie, c'est-à-dire pour la première décennie qui vient là, le 30 septembre 2026 et pour les décennies suivantes, le 30 septembre 2037 et le 30 septembre 2047. Il y a également un point, voilà, comme on va parler d'audit aujourd'hui, que je voulais rappeler, c'est qu'il n'y a aucune obligation de réaliser un dossier technique, sauf si vous êtes contraint de moduler vos objectifs, et que le dossier technique, alors voilà, ça c'est aussi un rappel, c'est dans l'arrêté, doit être réalisé à une échelle pertinente, donc a priori, forcément, c'est celle du bâtiment. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a lorsqu'il y a des propriétaires ou des copropriétés et des preneurs à bail qui sont concernés sur ce dispositif, il faut effectivement qu'il y ait des échanges entre propriétaires et preneurs à bail dans le cas où justement il y aurait des modulations qui soient envisagées pour que le dossier technique soit élaboré à une échelle pertinente. Après, ce que je voulais souligner effectivement par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que réaliser un diagnostic afin d'identifier les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs vers lesquels vous allez vous orienter, donc soit l'objectif en valeur relative, soit l'objectif en valeur absolue. Et là, je rappelle encore une fois, c'est qu'il n'y a pas On vous entend mal, Marc. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro? Oui, mais je l'ai voilà, là c'est bien. Là c'est mieux. Qu'il n'y a pas de choix à formaliser puisque vous disposez des deux et que le principal, c'est d'atteindre l'un ou l'autre. Voilà. Donc, il n'y a pas d'obligation réglementaire non plus à élaborer des diagnostics. Vous pourrez,
c'est louable, mais voilà, les petits assujettis, qui n'ont pas les moyens de se lancer dans ce genre euh, de, de techniques, pourront s'appuyer sur le guide d'accompagnement qui sera prochainement mis en ligne, et puis les fiches retour d'expérience qu'on souhaite mettre en place suivant pour chacun des leviers d'action possibles, et pour chaque catégorie d'activité, pour que ce soit adapté effectivement à votre configuration. Donc ensuite, rapidement, alors là, je vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est comment passer à l'action, pourquoi et comment. Alors le premier point qui est très important, et je vais très rapidement là-dessus, c'est que c'est un enjeu de compétitivité et d'excellence pour vous, que c'est aussi un vecteur de développement de solutions techniques et d'innovation, et donc c'est une opportunité aussi pour les industriels français de développement de nouvelles technologies et de prendre de l'avance sur le marché au-delà de nos frontières. Donc, mettez à profit notre avance sur le sujet au niveau européen. Le deuxième point sur lequel je voulais, au niveau du passage à l'action, c'est effectivement la première chose à faire, c'est identifier son patrimoine, mais c'est surtout recueillir des données. Donc, la plateforme Opera sera aussi un outil d'accompagnement dans la transition énergétique. C'est un outil de capitalisation aussi pour vous, hein. Pour ceux qui ne font pas, qui n'ont pas d'outil de capitalisation par devers eux, la plateforme Opera sera un outil pour eux. Et après, donc voilà, je passe sur l'histoire de mutualisation, et puis voilà, de clarifier les relations entre propriétaires et locataires. Ça a déjà commencé, hein, depuis 1 an, et c'est une bonne chose parce que effectivement, ça met à plat les choses, et maintenant on va vers de la transparence, voilà, dans les relations entre propriétaires et preneurs à bail. Et la deuxième chose, c'est, pardon, excusez-moi, c'est établir un diagnostic, éventuellement, donc sommaire ou détaillé, qui permettra d'identifier vos principaux postes de consommation, et le cas échéant, de mettre en place des campagnes de mesure. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est effectivement que vous pouvez élaborer vos actions, élaborer identifier vos contraintes et déployer et suivre votre plan d'action. Et puis, alors, les gages de la réussite, ce qui est important, c'est que la direction doit être impliquée, et que le personnel le soit aussi, qu'il y ait un juste retour vers le personnel qui s'est impliqué sur ces sujets. Voilà. Éventuellement, quelques points de calendrier avant que je ne vous quitte, parce que j'ai une réunion. Donc voilà, depuis l'apparition de la loi Elan en novembre 2018, il y a un décret effectivement dont tout le monde a connaissance, des arrêtés, un premier arrêté méthode en avril 2020, et puis un second là qui est paru en janvier 2021. Prochainement, on devrait mettre en consultation publique un prochain arrêté modificatif numéro 2 sur les valeurs absolues, puis un dernier pour les DOM. Donc vos échéances, quelles sont-elles? C'est une consommation de référence que vous pourrez soit faire cette année ou l'année prochaine, selon si vous avez été concerné ou pas par le Covid. Donc là, je vous invite à lire l'article 16 de l'arrêté modificatif. Et sinon, votre consommation 2020, alors voilà, aujourd'hui, normalement, vous devez la remonter pour le 30 septembre 2021, mais compte tenu des configurations, des problématiques qu'on a, les services de l'État vont pas s'arc-bouter sur cette échéance, et il sera possible effectivement de renseigner la plateforme après, d'autant qu'on ne fera rien de cette consommation 2020 en termes de notation, et qu'elle n'est pas plus une référence pour nombre d'entre vous qui avaient été impactés par le Covid. Voilà, je voulais m'arrêter là. Voilà. Et c'était juste pour repositionner le débat par rapport aux audits et aux obligations qui ne concernent que les modulations d'objectifs, où là, il y a un dossier technique à faire. Voilà. Voilà. Néanmoins, Merci Marc, vous a fait un grand plaisir de vous joindre avec nous pendant ces quelques minutes. C'est ce qu'on avait dit, vous êtes contraint par oui, une réunion avec l'ADEME, justement, pour parler de ces sujets. Donc on fera une autre conférence, et puis vous nous direz là où commence à avancer également avec l'ADEME. On vous laisse donc du coup raccrocher, puis nous on va continuer cette table ronde avec le CERS, Anne Valac, Thierry Duroa et Magali Saint-Donat. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je pourrais y répondre par mail, et vous pourrez les retransférer, il n'y a pas de souci.
Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt alors. Merci, au revoir. Voilà, peut-être pour vous présenter, comme on allait dans le vif du sujet, comme Marc avait un planning contraint, pour présenter un peu mieux Magali, pour vous présenter Magali Saint-Donat pour l'ADI, Association des directeurs immobiliers. Ah, il faut ouvrir le micro. C'est sur Zoom qu'il faut ouvrir. Voilà. Et mon micro, normalement, a une fonction, enfin, mon casque a une fonction automatique, mais qui n'avait pas l'air de marcher. Donc, voilà. Donc, je suis Magali Saint-Donat, je suis présidente de la commission RSE de l'ADI. Et à ce titre, le petit groupe que j'anime veille sur toutes les évolutions réglementaires qui impactent le monde de l'immobilier et développe des outils pour aider les membres de l'ADI à mettre en œuvre ces évolutions réglementaires et en particulier le décret tertiaire que nous suivons depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. On va venir, on va entrer dans le sujet. L'ADI, juste pour repositionner, c'est combien de mètres carrés ou de propriétaires pour donner un peu une idée de la taille? Ah, alors je suis désolée, ça j'ai pas trop préparé. Attendez, j'ai une anti-sèche quelque part. Voilà. Donc, l'ADI, c'est une association qui a 25 ans, Ouais. qui compte 400 membres. Ouais. Ça représente à peu près 350 millions de mètres carrés, soit le tiers du parc immobilier des entreprises situées en France. Donc voilà, ça vous donne quand même une bonne image. La plupart des sociétés du CAC 40 sont représentées dans l'ADI. Oui. Voilà. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes représenté un point important en termes de parc de bâtiments tertiaires. Pour positionner Anne, le CERS aussi rapidement. Il faut ouvrir le micro. Voilà. Ah, bon, alors je bats Magali parce que nous allons fêter nos 100 ans l'année prochaine. Je ne rentre pas en compétition. Voilà. Promis. Donc, nous sommes une organisation professionnelle qui rassemble des entreprises de services multitechniques liés à la transition énergétique et numérique. Nous avons les grandes filiales énergie des groupes de construction, les Bouygues Énergie Service, Vinci Énergie, Eiffage Énergie, SPI, etc. Et puis un certain nombre d'entreprises de taille de TI et de PME, avec ça fait 260 adhérents, 19 milliards de chiffre d'affaires et 3 grands marchés, les réseaux et les infrastructures extérieures, donc tout ce qui est l'énergie sur la voie publique à l'extérieur, réseaux électriques, véhicules électriques et puis je sais pas, les feux, enfin tout ce que vous voulez, l'éclairage public. Un grand secteur sur le bâtiment, donc là c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, où là nos entreprises sont dans les services à l'énergie, tout ce qui est efficacité énergétique sur lesquels elles sont positionnées depuis 2016 maintenant, même bien avant, 2009 je crois. Donc c'est vraiment une de leurs grandes spécialités. Et puis un troisième domaine dans l'industrie où elles exercent aussi leur capacité sur tout ce qui est efficacité énergétique sur les sources d'énergie en milieu industriel, automatisme, etc., etc. Donc on est vraiment dans les services, dans la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique. Voilà, donc ça s'est positionné. Alors pour revenir à vous, puisqu'on avait dit après la présentation de Marc, Magali, est-ce que vous pouvez nous donner un point de vue là aujourd'hui des directeurs immobiliers, comment on s'organise vis-à-vis de ce décret tertiaire? Donc, déjà, on a participé énormément à tous les groupes de travail qui ont conduit au texte du décret qu'on connaît et du texte de l'arrêté, y compris de l'arrêté modificatif qui vient d'être publié en tout début d'année. Donc, ça, on a été très moteur en appui du ministère et aussi pour faire un peu entendre la voix de l'immobilier et les contraintes que nous avons pour appliquer ce type de réglementation. Alors, notamment les cycles de vie de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, par exemple, de faire des travaux dans un immeuble n'importe quand il est occupé ou même
que partiellement occupés. Il nous faut vraiment respecter la vie d'un immeuble, les cycles d'immobilier. Il faut qu'on puisse mobiliser, il fallait absolument, c'était important, qu'on puisse mobiliser tous les leviers mobilisables, c'est-à-dire aussi bien les travaux qui étaient dans l'esprit du législateur au tout début des discussions sur le texte, mais surtout l'exploitation maintenance, et je suis sûre que le CERS est sensible à cet argument, et aussi la mobilisation des occupants, puisque ces deux derniers leviers sont absolument indispensables pour garantir la performance dans la durée, parce que si on fait des travaux, on peut faire des travaux et aboutir sur le papier, un immeuble hyper performant, mais s'il est mal exploité, mal maintenu et mal occupé, ben, tous les efforts faits par les travaux seront en pure perte. Donc, donc nous avons bien été entendus. C'est maintenant clairement dans le texte. Maintenant, il faut se mettre en ordre de bataille. Donc, comme l'a rappelé Marc Leroux, il faut commencer à faire des états des lieux. De quoi disposons-nous sur nos immeubles? Est-ce que nous avons bien tous les mètres carrés, toutes les conditions d'occupation, toutes les consommations d'énergie, et depuis quand, et avec quelles preuves, etc. Quels sont les états de ces immeubles? Qu'est-ce que nous pouvons envisager comme plan d'action là tout de suite maintenant et puis à plus long terme, y compris en respectant le cycle de vie de l'immeuble comme je l'ai déjà spécifié. Et de ce point de vue, nous avons fait un certain nombre de documents et de guides pour les membres de l'ADI pour les aider à se mettre en route. Oui, donc il y a un gros travail sur ce sujet-là. Alors effectivement, peut-être Thierry, on peut en parler un petit peu. On a dit qu'on séparerait entre tous les deux avec Anne les aspects techniques pour vous. Au niveau il y a le choix de l'année de référence qui est un élément important. Peut-être on peut rappeler. Et puis il y a le contexte Covid qui va impacter aussi sur ce choix de l'année de référence. Bien sûr, si tu me permets de prendre la parole. C'est bon. Ouais. Sur la dernière slide qu'a présenté Marc Leroux, il était présenté des éléments de planning. Donc, on le voit, il va falloir déclarer quelque chose cette année, donc en 2021. Ce qui est demandé, ce sera les activités tertiaires exercées et la surface du bâtiment. Le choix de l'année de référence, lui, il interviendra en 2022. Et il y a toute une étude en fait, à mener sur le bâtiment et la vie qu'il a eue avant de faire ce choix, parce que c'est un choix engageant qui va définir une réelle trajectoire à suivre pour atteindre les objectifs en 2030. On parle là d'études de l'historique des travaux du bâtiment. Faut collecter les données. Parfois, ça peut avoir l'air simple sur des bâtiments qui sont très bien équipés, de remonter ces données-là, quand sur d'autres, ça signifie impérativement d'aller sur le terrain. Parce que Madame Saint-Donat le disait très bien, un bâtiment, il a un cycle de vie. Il bouge. À l'intérieur, les usagers vont vivre et faire évoluer l'intérieur du bâtiment. La surface, donc, qui va nous être demandée à déclarer sur Opérate, donc la surface tertiaire, c'est pas toujours fixe. Donc, il y a pour certains bâtiments, ça signifie impérativement aller sur le terrain, collecter ces données-là. Et je parle là que de la surface, hein, mais ça va être un peu plus long. Sur la surface, pardon? Non, je parle là que de la surface pour le moment. Mais on peut très bien imaginer que ça peut aussi vouloir dire reconnecter des courbes quand on a des trous de consommation, essayer de reconstruire les courbes pour avoir l'historique et l'identité énergétique finalement du bâtiment. Ce sont des travaux qui sont colossaux. Oui, il y a tout ce travail de recherche. Est-ce que Magali, les membres de l'association, finalement, ils ont commencé déjà à collecter ces infos, ils ont fait des états des lieux et ils ont vu effectivement ce que vous disiez, Thierry, les trous dans la raquette qu'on peut avoir en manque de données pour pouvoir faire établir correctement cette année de référence.
Alors, dans le monde de l'immobilier, les situations sont très contrastées et très, très, très diverses. Les grands groupes ont suivi l'actualité et la construction du décret, la construction des arrêtés. Il faut savoir que le décret, quand je vous dis qu'on le suit depuis 10 ans, il a été publié. Il y a eu plusieurs tentatives de publication, mais des invalidations. Voilà, des recours divers et variés. Donc là, le décret est stabilisé, c'est bon. L'arrêté, la première version, c'était bon. La deuxième, il semblerait qu'il y ait un recours. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, les grands groupes ont suivi l'actualité. Donc, ils ont pu commencer à se préparer. Il y en a même qui avaient anticipé. Il y a des gens, vous savez que l'année de référence, elle ne peut pas être plus ancienne que 2010. Il y avait des groupes qui ont commencé des actions de performance sur leur parc avant 2010. Et ceux-là sont très, très ennuyés qu'on ne puisse pas justement prendre en compte des actions qu'ils ont faites avant 2010. Ah oui, parce que ça veut dire qu'ils ont fait des efforts avant et ils seraient pénalisés. C'est ça que vous voulez dire? Et voilà, exactement. Donc, on a fait remonter le problème au législateur et on n'a pas été entendu sur ce point-là. Donc, voilà. Donc, les grands groupes, ils savent à peu près où ils en sont. Ils connaissent leur mètre carré, ils ont parfois un peu de mal à récupérer leur consommation d'énergie, surtout que les parcs tertiaires, ils évoluent. C'est un immeuble qu'on occupait à 10 ans, peut-être qu'on l'occupe plus aujourd'hui, il y a des bâtiments nouveaux, etc. Bon, ceux-là sont à peu près organisés. C'est plutôt les petits acteurs et même les petits acteurs hors des grandes métropoles de province qui, pour eux, c'est beaucoup plus problématique. Il y en a même qui ne savent même pas que le décret et l'arrêté existent. Oui. Donc, ceux-là, autant vous dire qu'ils sont effectivement pas du tout prêts à remplir Opérate. Bon, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, on va avoir un petit peu plus de temps pour le remplir. Mais bon. Mais c'est le travail que nous faisons tous ensemble, d'évangéliser aussi les personnes sur ce sujet de décret tertiaire. Mais effectivement, on comprend que pour le chef d'entreprise, en tout cas le propriétaire des bâtiments, c'est compliqué de prendre en main ce décret quand on a déjà son activité à gérer et en plus après de mettre en place les travaux. Alors si tout ça m'amène à poser la question à Anne. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui finalement, la clé de tout ça, c'est pas d'avoir des entreprises qui accompagnent les maîtres d'ouvrage dans la réalisation de toutes à la fois ces années de référence et les travaux. Quand on entend effectivement l'exposé de Marc Leroux et les remarques de l'ADI sur le sujet, et ce que vient de nous dire Thierry, c'est vrai que pour établir cette année de référence, il va falloir non seulement récolter des données, savoir les interpréter, savoir combler les trous, identifier effectivement les surfaces de ces bâtiments qui bougent, puisque l'usage de ces bâtiments, il bouge avec le temps. Il va falloir contrôler aussi la pertinence des données qu'on a remontées, parce qu'il ne suffit pas de les remonter et puis hop, on les prend comme ça. Il faut en étudier la pertinence par rapport à la vie du bâtiment que l'on connaît, d'où l'importance aussi d'avoir des entreprises qui connaissent la gestion de l'énergie, parce que c'est quand même le nerf de la guerre dans cette histoire de réduction des consommations. Donc, il faut pouvoir s'appuyer sur des partenaires fiables, parce que autant effectivement dans les grands groupes, je veux dire quand on parle, je sais pas, du parc immobilier de la BNP ou des grandes assurances, ils ont dans leur personnel des gens qui savent très bien dialoguer avec nos entreprises, qui travaillent au quotidien avec eux et qui sont déjà dans la discussion de l'élaboration du plan d'action et de ce qu'il va falloir faire pour déterminer leur objectif. Mais il y a aussi tout un parc petit, moyen, tertiaire qui sont beaucoup plus loin de tout ça, mais qui en revanche ont dans leur périmètre des entreprises qui sont des entreprises du CERS qui interviennent au quotidien auprès d'eux en termes de relamping, en termes de chauffage, etc. Et sur lesquels elles vont pouvoir s'appuyer pour faire ce diagnostic un peu de consommation de leur bâtiment et essayer de déterminer avec eux le plan d'action. Parce que ce qui va être important, c'est effectivement de savoir, bon, il y a ce recueil des données, il y a la pertinence des données, il y a la cohésion avec les surfaces. Il va falloir savoir interpréter ces données et les faire rentrer dans un plan global de travaux.
et c'est là où ce que disait Madame Sadona est tout à fait pertinent, c'est qu'il faut avoir des gens qui soient sur la chaîne de l'étude, des travaux et de l'exploitation-maintenance. Il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui vienne vous faire récolter des données. Ça a l'air simple, mais tous les bâtiments ne sont pas instrumentés. Les compteurs, il faut les trouver. Parfois, on s'aperçoit qu'ils devaient être là et ils sont ailleurs. Donc, il y a toute cette phase-là, bien sûr. Mais ces données-là, après, il faut savoir les transcrire dans un plan d'action, rassurer le client aussi par rapport à l'objectif et savoir le construire avec lui. Quelle est votre consommation d'aujourd'hui? Dans quel état est votre bâtiment? Ça veut dire quoi en termes d'objectif? Et comment on va l'organiser, cet objectif? C'est ce que disait Marc Leroux. On a 30 ans devant nous, avec un premier objectif dans 10 ans. Donc, il faut aussi rassurer les clients sur les travaux qui vont être réalisés en fonction de l'année de référence qui soit choisie. Ouais. Et de savoir répartir un peu ces travaux dans le temps. Ouais. Quand on regarde ce plan d'action d'un point de vue technique, Thierry, il faut étaler les travaux dans le temps, mais il faut les financer. C'est-à-dire c'est ce que vous dites, Anne, il faut faire attention, c'est qu'il y a une première échéance en 2030, mais ensuite en 2040 et en 2050. Donc c'est une course de fond et sur lequel il ne faut pas se tromper dès le début. Exactement. En fait, dès 2022, du coup l'année de déclaration de l'année de référence sur Opérate, ce qu'il va falloir avoir fait, c'est une étude des scénarios pour construire le plan d'action des travaux. Parce qu'en fait, chaque décennie, donc en 2030 et en 2040, on va nous demander quel objectif vous souhaitez atteindre. C'est pas, mais Marc Leroux vous le dira mieux. En fait, ce sont les deux objectifs qu'il est possible d'atteindre. Il faudra en choisir un. Et selon celui qu'on choisit, la courbe, elle peut être complètement différente. C'est quoi les deux objectifs L'année de référence et l'objectif en valeur absolue. Oui. Oui, en fait, non, on a deux options possibles. Soit on choisit un objectif en valeur absolue, donc le moins X%, donc moins 40 en 2030, pour être très concrète, soit ça c'est en valeur relative, pardon, soit une valeur absolue qui est un peu supérieure à 100 kWh par mètre carré en zone H1, au niveau de la mer, etc. Et sur un scénario de référence. Donc, le 100 kWh, retenez que c'est un ordre de grandeur, mais ce n'est pas le vrai chiffre. Voilà. Ce que je voulais dire, Magali, c'est qu'on ne pourra pas faire moins 40 sur des bâtiments qui sont déjà pas loin du résultat. Et donc là, on va choisir la valeur absolue, hein, c'est ce que vous me dites. C'est tout le problème. C'est tout le problème parce que ce n'est pas si évident que ça. Et c'est des grandes discussions qu'on a eues avec Marc Leroux. Et le ministère de manière plus générale, parce que en fait, même des bâtiments modernes, étant donné leurs caractéristiques, leur occupation, et même si on peut moduler, l'objectif en valeur absolue tel qu'il est fixé aujourd'hui, il est très 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 ambitieux. Et donc même ces bâtiments modernes, on n'est pas sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup d'acteurs s'interrogent sur qu'est-ce qu'ils vont choisir comme cible. Et donc c'est ce que disait Thierry Duroy. Est-ce qu'on va prendre la valeur absolue? Est-ce qu'on va prendre la valeur relative? Aujourd'hui, on hésite. Surtout qu'on ne sait pas encore bien positionner l'année de référence. Alors, c'est vrai pour tous les immeubles, mais c'est encore plus vrai pour les immeubles qui ont été mis en service, par exemple, courant 2019. Où ils n'ont pas d'année de référence. Moi, j'ai le cas dans les parcs d'immeubles dont je m'occupe. J'ai un immeuble qui a été mis en service en septembre 2019, donc je n'ai pas une année complète. 2020, année complètement atypique, et l'année 2021 s'annonce pas terrible non plus du point de vue typicité. Donc, je ne sais absolument pas pour cet immeuble quand est-ce qu'on va pouvoir définir une année de référence. Oui, sachant qu'il va y avoir un changement fort aussi des usages qui sont impactés. Vous voyez, 8 millions de télétravailleurs aujourd'hui. Il y a des habitudes qui sont prises. Donc, on imagine que ça va avoir des impacts sur les bureaux. Oui et non, parce que si on raisonne au mètre carré et qu'on densifie les mètres carrés, même si on fait du flex office, pas sûr. Et puis on surventile. Ouais. Donc, alors on va y revenir sur la surventilation. Anne, cela dit, il y a quand même une grosse partie du parc qui est un parc qui est plus ancien que ça, et pour qui l'année de référence va être très importante, parce que il y a ceux qui ont déjà fait des travaux depuis 2010.
Et donc l'enjeu, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par des entreprises qui connaissent bien ces enjeux liés à l'énergie, hein, et au service énergétique et à la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment. C'est qu'il va falloir tenir compte des travaux qui ont déjà été menés et regarder ce qui est pertinent de retenir par rapport à l'impact que ça peut avoir dans la fixation de l'objectif. Hein. Et c'est pas chaque bâtiment est différent. La teneur des travaux, il faut estimer aussi quel est leur impact en efficacité énergétique, en réduction des consommations d'énergie, savoir bien choisir la période de travaux et les travaux qui ont été réalisés, parce que dans un immeuble tertiaire, vous pouvez intervenir. Quand vous n'êtes jamais intervenu, quelque part, c'est un peu plus facile. Mais quand vous avez déjà des travaux, vous l'avez aussi parfois fait par tranche, à des époques différentes. Donc, analysez ça, analysez l'impact de ces travaux dans la réduction des consommations. Et est-ce qu'il vaut mieux prendre cette période où on a fait des travaux plutôt que celle-là? C'est ça aussi le fond du choix. Hein. D'où l'importance d'avoir effectivement des partenaires qui connaissent bien ces immeubles et la manière dont on vit dedans. Donc, c'est vrai que nos entreprises se sont comment dire, un peu implantées partout et dans le domaine du bâtiment, auprès de ces organismes, des propriétaires de bâtiments tertiaires. Elles ont une capacité à venir sur le site pour vraiment aller mesurer ça. Et puis, l'élément essentiel, c'est vraiment d'être capable de construire un plan sur la durée, d'accompagner regarder sur le financement, mais ça, je pense qu'on en parlera après, et d'avoir un objectif de qu'est-ce qui est le plus rentable quelque part pour le propriétaire dans le choix de cette année de référence. Qu'est-ce que ça va donner comme plan de travaux? Qu'est-ce qu'on fera comme maintenance et comme exploitation derrière? Qu'est-ce qu'on doit installer finalement comme système de pilotage ou pas? Il y a vraiment des décisions, une décision stratégique à prendre, mais qui doit être basée sur une analyse globale du fonctionnement de ce bâtiment. Alors, pour voir un peu mieux notre public, où ils en sont, on a un petit quiz pour vous. Une petite surprise. Alors, c'est une nouveauté qu'on fait. Vous ne connaissiez pas ni Anne, ni Thierry, je ne garantis pas les résultats. ni Magali, pour voir si déjà, et puis on va voir si on a été un peu près clair sur ce qu'on a dit, mais on n'a pas terminé cette table ronde. Donc, je vais vous lancer le quiz. Vous allez pouvoir voter, cher public. On est 84 là en ce moment, donc il y a du monde et vous allez pouvoir répondre. Allez, j'ouvre le vote et il y a 2 questions. Donc, mettez bien en plein écran le quiz. Il y a 2 questions. Hein. Je représente une collectivité, ça c'est pour mieux savoir qui vous êtes. Vous pouvez commencer à voter. Hein. Un gestionnaire de bâtiments privés, une entreprise de travaux. Et le décret tertiaire concerne tous les bâtiments à usage tertiaire, les bâtiments neufs à usage tertiaire, les bâtiments existants de plus de 1000 m², seulement les bâtiments à usage antérieur. Allez, je vous laisse voter, on se laisse 10 secondes. Vous avez le droit de voter aussi, Anne, Magali et Thierry, ça fait partie des statistiques globales, puisqu'on est dans les stats. On va voir ce que je coche là, ça va 10, pas du tout. 9, 8, 7, 6, allez, vous êtes nombreux à voter. 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, allez, et 0. Voilà, je mets fin au vote. Et puis, je vous présente, allez, je vous partage les résultats puisque je peux le faire et vous les attendez. Alors, vous êtes qui aujourd'hui à autre? Alors, peut-être qu'on aurait pu mettre plus de détails sur autre, mais enfin, il y a des collectivités, des gestionnaires de parcs privés. Autres, c'est qu'on peut comprendre des bureaux d'études aussi et des architectes. Et le décret tertiaire, alors, qu'est-ce qu'il fallait répondre là, Magali? Les bâtiments existants de plus de 1000 m² à usage tertiaire. Et voilà, effectivement, c'est Anne. Donc, majorité a quand même trouvé la bonne réponse. Alors, moins évidemment, les bâtiments liés au culte, les parties de bâtiments destinés à la défense, sécurité civile intérieure, bon, oui. Des petites exceptions, mais qui ne concernent pas le gros des 900 millions de mètres carrés concernés. Oui, donc c'est pas tous les bâtiments à usage tertiaire. Hein. Donc ça, c'est non, mais c'est quand je dis ça, vous enlevez les églises et compagnie. Hein, donc, ok. Enfin, bon, c'est pas la majorité des mètres carrés. Disons que dans les réponses proposées, c'était la plus juste. La plus juste, c'était celle-là. Je suis d'accord. Absolument. Voilà, donc on aurait pu avoir. Vous voyez, mais parce que c'est vrai que c'est tellement.
Et le décret, j'imagine, c'est pire. Hein, le diable se cache dans le détail. On parlait tout à l'heure, Magali, de l'impact de la surventilation, parce qu'effectivement, le Covid fait que les entreprises ont été contraintes de surventiler quand elles ne pouvaient pas ouvrir les fenêtres des bureaux. Et donc ça a des impacts importants en termes de consommation. Bah oui. Ah, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on peut donner un chiffre? C'est difficile de donner un chiffre, mais disons que à partir de mars 2020, nous avons été contraints de ventiler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des ventilations en tout air neuf en plus, pour des bâtiments où pouvait y avoir de la récupération sur l'air extrait, ça a dû être arrêté. Donc, ça dépend énormément de la configuration des bâtiments. Ce que je peux vous dire, ce que moi j'ai observé sur les bâtiments dont je m'occupe, en dehors de l'ADI, c'est qu'à minima, on a consommé comme les autres années, alors que les bâtiments étaient sous-occupés quand même une grande partie de l'année. Ah oui. Au moins pendant les deux grosses périodes de confinement qui ont été le printemps et le mois d'octobre-novembre. Mais les données 2020, finalement, elles sont pas. Je veux dire, il faut pas qu'on les prenne dans les études qu'on va mener parce que c'est Non, c'est clair, mais c'était pour répondre à la question de l'impact de la surventilation. Donc la surventilation a fait que de toute façon, il n'était pas possible d'avoir des gains l'année dernière. Et il faut d'ailleurs s'interroger parce que ce qu'on commence à voir de la plupart des occupants, c'est qu'ils voudraient au moins un certain temps qu'on maintienne un certain nombre de gestes sanitaires, donc plus de nettoyage, mais aussi plus de ventilation. Et ça va avoir un impact potentiellement terrible sur nos consommations. Je vous donne l'exemple de la ventilation. Aujourd'hui, sur un certain nombre de bâtiments, les bâtiments tertiaires, particulièrement les bâtiments publics comme les écoles, etc., ils sont très sous-occupés. Puisque un bâtiment tertiaire lambda de bureau, déjà, il est occupé 5 jours sur 7, mais une école, non seulement elle est occupée plutôt 4 jours sur 7, mais en plus, pas toutes les vacances scolaires, pas les fêtes, etc. Donc, ça fait des bâtiments qui sont occupés peut-être 60% du temps. C'est énorme. Donc, si on ne peut pas faire des économies, par exemple sur la ventilation ou sur le chauffage, pendant ces périodes d'inoccupation, ce qui représente un gain énorme d'un point de vue énergétique, on va être très, très ennuyé pour atteindre des objectifs. C'est un cas classique sur les écoles, puisque ça fait partie des travaux classiques qu'on peut mener en efficacité énergétique, dans la rénovation des bâtiments scolaires, qui est effectivement de faire du pilotage de ces installations, que ce soit sur le chauffage, sur la ventilation, sur l'éclairage, tous ces grands postes de consommation d'énergie. Et après, effectivement, c'est de remettre en route ces installations, mais vous n'avez pas besoin de le faire pendant toutes les vacances scolaires. Vous pouvez le faire aussi 24 heures, 48 heures avant l'arrivée des collégiens ou des enfants dans les écoles. Donc, c'est aussi, je ne veux pas avoir l'air de revenir sur la capacité et les compétences de mes adhérents, mais c'est typiquement, ça fait partie effectivement des chantiers qu'ils réalisent et de l'analyse justement de comment mettre en place un pilotage énergétique plus fin de ces bâtiments pour arriver à une gestion de l'énergie qui soit optimale, en prenant en compte effectivement ces nouvelles contraintes qui arrivent maintenant, vous avez raison, sur l'utilisation de ces bâtiments. Est-ce qu'on peut dire que le pilotage, Thierry, on va revenir, Magali, je vous ai coupé la parole, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le pilotage, c'est la première levée, c'est la première action que vont faire les entreprises pour réduire les consommations énergétiques, de mieux piloter ce logement, ces bâtiments, pardon. La première, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait l'une des plus intelligentes. Madame Saint-Donat l'a bien dit, on va évoluer dans un monde très, très particulier dans l'après-Covid. Au final, le pilotage des consommations énergétiques, ça va devenir une nécessité d'arriver à avoir le contrôle des consommations sur un bâtiment à distance. Ça va devenir une réelle nécessité.
Ouais. On a une idée de combien on peut économiser je sais que vous n'aimez pas que je vous pose ce genre de questions, mais sur les aspects pilotage, est-ce que c'est quoi les gains qu'on peut faire de manière assez simple? J'ai pas entendu Anne. Non, je dis que ça dépend du bâtiment, ça dépend de l'état du bâtiment, ça dépend de ce qu'il y a à faire, mais c'est vrai qu'on arrive à, qu'est-ce que je vais vous dire, Thierry, 25% si on met des solutions de pilotage qui soient efficaces. Minimum. Oui, hein, on est d'accord. Minimum. Voilà. Sur un bâtiment ancien, ça peut être beaucoup plus. Hein. Voilà. Et alors, les écoles dont on a parlé, j'en parle même pas. C'est énorme. Et l'impact qui est important, c'est sur les frais de fonctionnement, parce que si on parle bâtiment public, où ils ont toujours, c'est toujours un sujet, hein, la ligne budget de fonctionnement, l'impact sur le budget de fonctionnement est considérable. Oui. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut dire que, pour résumer rapidement, mais est-ce qu'on peut dire que les 40%, on arrivera à peu près à les effacer assez facilement, mais c'est les autres qui seront plus compliqués. Et c'est là, il faut avoir une vision dès le point de départ, un peu une vision claire de là où je veux aller, parce que les autres travaux, ils auront plus d'impact financier aussi. Ça coûtera plus cher. Encore une fois, ça va dépendre du bâtiment. Pour certains, donc ceux dont parlait Magali tout à l'heure, qui ont engagé des travaux avant 2010, ça risque d'être compliqué dès le départ. Quand pour d'autres, en fait, oui, la grosse marge des 40% va être plutôt facile à passer. Et après, vous aurez plus 10% chaque année, hein, puisque vous allez faire vos 40% jusqu'en 2030, et il faudra trouver plus 10% chaque année. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce qui est important, c'est il faut choisir des partenaires qui vous accompagnent dans la durée. Pas forcément, je vous relève vos données, voilà vos consommations, et puis au revoir madame, voilà, vous faites vos travaux et ça ira bien. C'est pour ça que le rôle de l'exploitation de la maintenance est essentiel, parce que c'est ce qui va vous permettre de garder vos 40% d'économie. N'oubliez pas que c'est par rapport à l'année de référence. Hein, donc il faut garder nos 40% d'économie par rapport à l'année de référence, avoir une exploitation et une maintenance qui vous permettent de garder ces économies d'énergie, et après de pouvoir piloter, programmer les 10% suivants avec des actions complémentaires. L'idée, ce n'est pas forcément de faire 60% tout de suite. Enfin, il faut aussi que ça puisse rentrer dans un étalement budgétaire aussi de votre client. C'est ça aussi qui est important. Il faut savoir aussi l'accompagner de ce point de vue-là, qu'il ne soit pas complètement effrayé par la masse des travaux qu'il y aura à faire, mais de pouvoir lui expliquer, voilà comment budgétairement vous allez répartir tout ça et comment vous allez pouvoir l'intégrer dans la durée. On peut imaginer, Magali, pour les entreprises que vous représentez, qui sont au CAC 40, comme vous disiez, en tout cas des grandes entreprises, c'était des gens qui étaient déjà sensibles au pilotage et effectivement pour mieux avoir moins de charges d'exploitation. Donc du coup, peut-être pour ces entreprises-là qui avaient pris un peu d'avance, ça va être beaucoup plus compliqué pour arriver au moins 40 en 2030. Tout à fait, mais c'est pas que des entreprises du CAC 40. Hein. J'insiste, il y a aussi des entreprises plus petites qui se sont mobilisées très tôt par conviction ou parce que ça faisait partie de leur raison d'être, ou de raison d'être qui est le terme à la mode, mais qui était dans leur ADN. Effectivement, les bons élèves risquent d'être pénalisés. Et c'était tout le sens de nos démarches vis-à-vis du législateur pour qu'on puisse prendre en compte les démarches faites par les gens qui avaient commencé avant 2010, qui ont bien piloté leurs immeubles. Et effectivement, aujourd'hui, des gens qui ont des parcs avec des immeubles qui sont performants et bien exploités, ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'atteindre les performances attendues pour 2040. Alors moi, ce que je me dis, c'est que sur ce thème-là, dans les discussions qu'on avait avec la DHUP, vous avez raison, il y a un moment de ça, j'ai l'impression que l'objectif du gouvernement, c'était vraiment d'amener ce parc tertiaire à se rénover et à diminuer ses consommations d'énergie, parce que c'est quand même l'impact climatique est essentiel, et que ces bâtiments, effectivement, qui sont plus performants ou qui ont entamé un process depuis longtemps, j'avais compris qu'il y aurait des possibilités peut-être de faire évoluer aussi la réglementation pour tenir compte de ces bâtiments-là. Le but étant d'amener
tout le monde dans la démarche. C'est un peu là pour ça qu'on pose un peu les trois étapes, parce que c'est quand même le gros des troupes. Et puis, je pense qu'il y aura des voies de passage et des voies de discussion, peut-être un peu plus tard, pour prendre en compte ces cas particuliers. Ouais, pour aller dans ce sens, ces cas particuliers, ils vont être concernés par la valeur absolue. Et donc, ces valeurs à respecter, en fait, elles seront fixées par arrêté avant le début de chaque décennie. Donc, je pense que ça a été laissé là pour essayer d'ajouter un petit peu de flexibilité et que ce soit pas complètement impossible. Pour vraiment situer l'historique, effectivement, c'était la valeur absolue qui devait résoudre le problème de ces immeubles. Le problème, c'est qu'elle a été mise tellement basse pour la première étape, pour 2030, que même là, ça nous paraît difficile. Et j'ai beaucoup de mal avec la DHUP, et je ne suis pas la seule, on est plusieurs acteurs à discuter sur ce point. La valeur absolue est déjà très basse. Et pour certains immeubles, ça revient même à faire plus d'efforts que 40%. Donc, c'est clair que c'est un peu critique, quoi. Le choix entre la valeur absolue et l'année de référence, tout à fait, est essentiel, vraiment essentiel, parce qu'il ne faut pas se dire je vais aller prendre la valeur absolue comme ça, je vais voir, ce sera beaucoup plus facile. Ça va demander une analyse, une étude, un diagnostic assez poussé pour vraiment savoir bien arbitrer entre ces deux possibilités et ne pas faire le mauvais choix. Oui. Est-ce qu'au vu de ces contraintes, finalement, Magali, des maîtres d'ouvrage se posent des questions en termes d'actifs? Ils se disent, il faut peut-être que je change un petit peu mon point de vue. Oh oui, ça c'est certain que certains gestionnaires de portefeuille regardent leur portefeuille d'actifs à l'aune du décret tertiaire. Ça c'est sûr et certain. Oui, donc ça aura des impacts aussi sur la manière dont les gens vont gérer et vont avoir leur portefeuille effectivement d'actifs. Et en même temps, il ne faut pas se focaliser non plus uniquement. C'est un sujet, je suis d'accord, c'est un vrai sujet et qui demandera sans doute effectivement à ne pas dételer le dialogue sur la partie valeur de la valeur absolue. Ça, je peux le comprendre. En même temps, ce n'est pas la majorité du parc. Donc, non. Voilà, on a vraiment deux cas bien identifiés. Est-ce que, pour résumer, je vois que le temps a filé, mais on a balayé à peu près tous ces sujets. Est-ce que pour résumer, on peut dire que bon, le Covid nous a mis un peu en suspens sur plein de sujets d'ailleurs, mais que du coup on a pris peut-être un peu 2 ans de retard et qu'il faut que les entreprises se mettent au travail tout de suite, en tout cas sur le décret tertiaire, pour définir à la fois l'année de référence et puis commencer à récolter les données dont ils auront besoin pour faire tous ces calculs. C'est certain, il ne faut pas attendre parce qu'effectivement, on va avoir 2 années un peu bizarres dont on ne va probablement pas se servir pour faire les classements et les attributions des médailles ou des feuilles de la démarche éco-énergie tertiaire. Mais c'est pour autant tous ceux qui peuvent déjà définir leur année de référence. Donc, j'exclus les gens qui auraient la malchance, comme moi, sur un de mes immeubles, d'une mise en service en 2019 et de ne pas pouvoir définir l'année de référence. Effectivement, tous les autres, il faut qu'ils se mettent en marche. Il ne faut pas attendre parce que le temps va filer très vite, comme pour cette conférence. Donc, non, il faut se mettre tout de suite en marche, c'est clair. Et il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé et qui peut être un peu problématique, c'est la répartition entre le propriétaire et le locataire, entre le bailleur et le preneur. Qui va avoir la responsabilité? Voilà. Parce que le texte, il dit, c'est celui qui paye les consommations qui est responsable. Vous êtes dans un immeuble avec un monolocataire. C'est le locataire qui paye toutes les consommations d'énergie. Pour autant, en vertu de son bail, il n'est pas responsable de tout ce qui est enveloppe du bâtiment, isolation et gros équipements. Donc, il y a vraiment une discussion à avoir et ça va nous occuper un peu. Il y a des questions, tiens, j'en profite. Pouvez-vous me confirmer que les valeurs à saisir sur Opérate sont bien des valeurs réellement relevées sur le compteur et non pas des valeurs issues d'un calcul réglementaire? Alors, c'est certainement pas du calcul réglementaire. C'est normalement des valeurs mesurées, c'est-à-dire facturées. D'ailleurs, il faut savoir que pour les années qui viennent et peut-être même pour l'historique, vous pouvez vous appuyer sur les distributeurs d'énergie
qui peuvent vous aider à fournir les données. Et même, il est prévu qu'elles puissent les injecter directement dans Opérate. Par contre, vous risquez d'avoir des bâtiments, c'est le cas notamment des bâtiments tertiaires qui sont sur une plateforme industrielle, par exemple, sur une usine. Ces bâtiments tertiaires, ils sont aussi concernés par le décret, mais là, vous avez rarement un compteur spécifique pour le bâtiment de bureau de l'usine Tartampion. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez faire un calcul, mais ce sera un calcul thermique dynamique et ce ne sera pas du calcul réglementaire. Mais à ce moment-là, ça répond aussi à la question sur les bâtiments mixtes. Il y a des bâtiments mixtes, évidemment, qui sont concernés à partir du moment où la surface de bureau tertiaire, enfin la surface tertiaire fait plus de 1000 m² dans le bâtiment. Et la question des bâtiments industriels est tout à fait pertinente parce que l'industrie est concernée par la rénovation des bâtiments tertiaires parce que dans le milieu industriel, il y a des bureaux. Et ces bureaux-là, à partir du moment où il y a des surfaces de plus de 1000 m², ils vont être concernés. Alors après, je reviens sur mes entreprises, les prestataires qui peuvent les accompagner, ça s'instrumente aussi. Il y a des calculs qu'on peut faire effectivement sur de la répartition de consommation sur la base d'une instrumentation pour regarder ce que ça donne. Il y a des possibilités, mais faut vous appuyer sur des compétences. Il n'y a pas, ça me paraît indispensable. Monsieur Francis qui pose une question, doit-on faire le choix dès maintenant entre valeur absolue et relative? Peut-être qu'on n'a pas été très clair, c'est dès le départ ou on peut changer en cours de route? Alors, le changement, il pourra s'opérer en 2030. En 2022, on fera un choix entre les deux. Donc, l'objectif qui est à atteindre, c'est les deux objectifs. Il est possible d'atteindre les deux objectifs. En réalité, en 2030, on va aller voir est-ce que vous avez réussi à atteindre au moins l'un des deux. En revanche, pour dessiner la courbe, donc la planification dans le temps des travaux, on va bien cibler l'un des deux. Donc, dès maintenant, non, parce qu'il faut avoir fait l'étude avant de choisir cette année. Ce qu'on peut faire dès maintenant, c'est l'étude. Oui, l'étude, mais en fait, il faudra le choisir en 2022. Non, pour être très clair, on n'est pas obligé de choisir. Il faut soit essayer, pour soi, quand on va faire l'état des lieux et l'analyse, il faut essayer de dire je vais plutôt m'orienter vers la valeur absolue ou la valeur relative. Mais vous n'êtes pas obligé de le choisir et vous pourrez même changer d'avis après. C'est pas un problème. Mais par contre, effectivement, là où je partage avec Monsieur Duroy, effectivement, le choix de l'objectif va impacter la trajectoire, donc les actions et les travaux qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas trop tarder. Mais si en cours de route, vous vous rendez compte que votre trajectoire, finalement, elle va plutôt vous orienter vers la valeur absolue ou la valeur relative, il faut choisir celle qui vous arrangera. Ce qu'on peut résumer, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de faire un choix. Non. Maintenant. Mais en tout cas. Il y a une vraie obligation d'avoir quelqu'un qui puisse vraiment vous dire le choix de l'année de référence, a priori, ça peut vous conduire sur telle trajectoire de travaux et de réalisation. Si on regarde le choix en valeur absolue, ça va vous impliquer telle trajectoire de travaux. Parce qu'il ne faudra pas se réveiller entre les deux en changeant. Enfin, voilà, la réflexion, le diagnostic, les études, c'est maintenant qu'il va falloir vraiment y réfléchir et regarder les deux hypothèses. Ouais. On a quelqu'un qui puisse vous accompagner sur le choix de cette hypothèse. Quelle est la plus pertinente par rapport à ce que ça va induire comme travaux et comme l'évolution de votre bâtiment. Ça va être compliqué de le faire tout seul, effectivement. Il y avait M. Francis qui dit « Il me semble que les bâtiments mis en service après novembre 2018 ne sont pas concernés par le décret ». Est-ce qu'on confirme cette… c'est quoi la date, finalement? C'est le dépôt du permis. Ce n'est pas la mise en service. Donc, c'est dépôt du permis qui a été fait après novembre 2018. Oui. Donc, c'est des bâtiments qui ne sont pas encore mis en service, s'il y a eu un dépôt de permis après novembre. S'il y en a peut-être certains, mais pas beaucoup, quoi. Ouais. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour pour cette table ronde. Merci beaucoup pour ces précisions. C'était un grand plaisir de vous accueillir